Lorsque l'on évoque les mégalithes, on aura souvent tendance à penser à la Bretagne. Alors que la France est jonchée de monuments du néolithique. Parfois, c'est un petit village, un petit bosquet, qui, l'air de rien, recèle un véritable trésor. J'ai décidé de me rendre auprès d'un dolmen, appelé par l'envie irrésistible de partir à la rencontre de l'un d'entre eux. Mon choix s'est porté sur celui-ci, en raison de son environnement et de son caractère encore préservé. C'est un mégalithe forestier, assez à l'écart de l'agitation urbaine ou touristique, suffisamment retiré pour me permettre de m'y recueillir et de ne pas être dérangé. J'y ai ressenti le besoin impérieux de ne pas être perturbé par une présence tierce, afin de saisir l'âme de ce dolmen. Intérieurement, je me suis présentée à lui et je lui ai annoncé mon intention de promouvoir ce lieu à mon petit niveau. Peut-être m'a-t-il accepté. J'ai eu la chance d'y prendre des photos et de capturer ces images que je vous diffuse aujourd'hui. Et peut-être, je dis bien peut-être, m'a-t-il offert un autre cadeau, beaucoup plus sérieux. Mon projet initial s'est concrétisé puisque ce dolmen m'a inspiré la création d'une carte postale, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer. Perso, j'adore me servir de carte postale comme marque-page. Mais ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter ce dolmen, c'est une toute autre raison. Ce que je nomme le cadeau, c'est ce que je souhaite élucider. Je parle de la signification de ces mégalithes. Nécropole, hôtel, mais que peuvent bien signifier ces constructions anthropomorphes? Cette question, j'y réponds en partie au travers de plusieurs livres, dans lesquels j'ai la chance d'explorer et de découvrir des sites druidiques, certainement parmi les plus importants du monde celte. Mes enquêtes sur notre folklore m'ont amené à décrypter rien de moins que le chaudron de Gundestrup, lequel nous révèle ce qui importait le plus aux druides, et plus largement, le cœur de la culture celte. Selon moi, les druides se sont évertués à nous transmettre les messages de leurs prédécesseurs du néolithique. Je vous partage tout cela dans des livres, car c'est le meilleur moyen à ma disposition pour vous transmettre autant d'informations, et surtout, c'est le moyen le plus efficace pour moi de vous rendre ces découvertes intelligibles. Les dolmens font partie des monuments bâtis au néolithique, mais dont l'usage a peut-être toujours cours sous les Celtes. Cela signifie que si la pierre courcoulée a été érigée il y a un peu plus de 8000 ans, elle était certainement encore en fonction peu après l'arrivée des Romains. Notez l'existence à moins de 15 km du site gallo-romain Gisacum sur la commune du Vieil-Évreux, qui se démarque des autres par sa taille. C'est l'une des plus grandes cités de Gaule, avec une superficie estimée de 230 à 250 hectares, qui prendra au IIe siècle une forme hexagonale tout à fait originale. Une cité que l'on pourrait qualifier de thermale, en raison de bains publics. Et ce, malgré l'absence de ressources en eau in situ, hormis une nappe phréatique qui se situe entre 70 ou 90 mètres de profondeur. Ce qui conduira les urbanistes de l'époque à ériger un aqueduc d'une vingtaine de kilomètres pour alimenter le site gallo-romain. Nous sommes ici sur un plateau sec. On peut dès lors se demander pourquoi un tel emplacement a été choisi pour un site comportant même un théâtre, accueillant nécessairement une importante population, et pourquoi avoir autant mis l'accent sur les eaux par la construction de thermes et de fontaines sur un site aussi sec, alors même que la vallée de Lyton offrait certainement non loin d'ici toute l'eau et la place nécessaires à un tel projet. La réponse est selon moi à mettre en lien avec le temple gallo-romain, considéré comme central au sein de cette cité.
lequel a certainement été érigé sur un ancien lieu de culte celte que j'avance être en lien avec les eaux naturelles du site. Des eaux considérées selon moi comme sacrées, avant que ces eaux sacrées, sous les gallo-romains, soient peu à peu désacralisées, en même temps que de se voir utilisées comme une simple ressource dont il faudrait user, notamment pour des bains. Cette désacralisation menant in fine à chasser un culte ancien pour en instaurer un autre plus romanisé, plus en adéquation avec les nouvelles politiques romaines. Mais revenons-en à notre pierre Courcoulée. Certains avancent que ce type de site est hautement chargé en énergie. Je me souviens m'y être rendu avec l'intention d'en saisir l'ambiance. Il est vrai que je n'y ai pas ressenti d'apaisement, quand bien même je m'y trouvais plutôt à l'aise. Le temps d'un doux soleil de printemps a sûrement contribué à ce que je m'y sente bien. Une impression m'a traversée. Il ne faut pas venir au dolmen pour rechercher une forme de sérénité. C'est une visite à éviter en cas de tension irrésolue. Le calme doit être en nous avant de pénétrer ce lieu, au risque de passer totalement à côté de ce qu'il a à nous offrir. Sans doute est-ce une caractéristique recherchée par les constructeurs des dolmens. Ce lieu est tout sauf un écrin intime. C'est un site exposé, au même titre que son jumeau, le dolmen de l'Hôtel-Dieu, en plein champ. À la louche, les deux dolmens sont distants d'environ 2 km 250. Hôtel-Dieu, c'est un terme employé depuis l'essor du christianisme pour évoquer une sorte d'hôpital où l'on offre l'hospitalité. Selon moi, cela caractérise en réalité un site héritier d'anciennes traditions, où l'on prend soin du plus grand nombre. Et par cette formulation découverte à l'aune de mes recherches, et qui doit probablement vous paraître soit complètement banale ou complètement absconse, cela recouvre un large et ancien concept païen extrêmement important pour les anciens, dans lequel semblent s'inscrire les dolmens. Petite anecdote. Le site comporte son lot de pièges, quelques trous remplis de feuilles auxquels il faut prendre garde. L'un d'entre eux a avalé toute ma jambe. Fort heureusement, il me l'a rendu. Et je n'ai, semble-t-il, pas dérangé de serpents assoupis ou autres petits habitants de la forêt. Par chance. Si vous vous y rendez, avec vos enfants ou votre animal de compagnie, vous voilà prévenu. Tout y est dynamique. Les lignes verticales, la lumière assez franche, le tapis de feuilles qui bruisse au moindre pas, le vert tendre des jeunes feuilles en pleine croissance, la texture sèche du sol. Les animaux y sont très discrets. Au niveau du dolmen, je n'y ai remarqué que quelques insectes, des araignées principalement. Tandis que les oiseaux semblaient s'égayer plus au large, dans les frondaisons environnantes à 20 mètres de là. Nous sommes dans une clairière. On sent que le sol y est plutôt bien drainé. Le substrat est plutôt sec. Je me rappelle d'ailleurs, en quittant ce lieu, avoir eu très soif. Seules les roches et les pieds d'arbres comportent des mousses et des lichens. On peut toutefois noter la présence de points d'eau dans cette forêt, ainsi qu'un cours d'eau à proximité, Liton. À force d'étudier les dolmens, j'ai noté plusieurs coïncidences. Soit ils sont situés à proximité d'un espace aquatique, d'un cours d'eau, soit ils sont sur des hauteurs. Là encore, nous pouvons noter une chose. À l'image du site du Vieil-Évreux, notre dolmen de la pierre Courcoulée a été érigé sur une hauteur. D'où sans doute le toponyme Le Hautbois. Question hauteur, je n'ai pas pu m'empêcher de constater la présence d'une motte féodale à environ 6 km 125, portant le nom de Heurteloup. Heurteloup. Ce nom serait inspiré de l'ancien français datant de 1160, heurter, qui aurait pour signification frapper comme un bélier, ainsi que du gaulois uritare,
frapper comme un taureau sauvage. On pourrait donc s'arrêter là et en conclure naïvement, Hurteloup signifie frapper le loup, sauf que frapper comme un bélier, ou plus anciennement frapper comme un taureau sauvage, sont deux métaphores différentes, appartenant à deux langues différentes, mais nous délivrant la même image, celle d'un animal masculin doté de cornes qui frappe. Pour comprendre cette analogie, il faut donc découvrir non seulement ce que revêt l'animal cornu pour les populations anciennes, ainsi que s'intéresser à ce que signifie originellement la notion frapper. Aujourd'hui, dans notre langage courant, ce terme revêt le sens de ce qui assène un coup, dans un champ lexical de l'agressivité, de l'attaque. Heurter, c'est l'image d'un animal cornu et masculin qui mène une action, celle de prendre ou de saisir. Dans le cas de Hurteloup, notre animal cornu prendrait donc le loup. Mais que cela peut-il bien signifier? Notons que la figure du bélier a sans doute remplacé celle du taureau au fil des évolutions sociétales et des nouveaux interdits. Pour ne rien vous cacher, ceci a son importance et est directement en lien avec nos dolmens du hautbois et de l'Hôtel-Dieu. Ces hauteurs m'évoquent nécessairement les tumulus. Un tumulus est souvent considéré comme étant une sépulture, parfois à tort, tout simplement parce que l'on retrouve des sépultures sous certains tumulus. Mais de nombreux tumulus ne comportent pas de sépulture. Le tumulus est culturellement investi de sa propre fonction. Ce monument est de l'espèce de ceux que Cambry a décrits sous le nom de dolmens et qu'on est en quelque sorte convenu de prendre pour des autels, ou plus probablement pour des tombeaux du temps des druides. Le nom de hautbois, que porte le petit hameau voisin, vient peut-être du caractère de consécration qu'avait autrefois cet endroit de la forêt. Je n'ai tenté aucune recherche sous ce monument, je savais que des fouilles y avaient été précédemment faites, et je n'ignorais pas qu'on ne trouve ordinairement rien sous les monuments du même genre. La Bretagne en est parsemée. L'expérience en a dégoûté les savants, les curieux, et même les gens à trésor d'y faire des fouilles.